Salut à tous et bienvenue dans le podcast Photographe Pro 2.0. Je m'appelle Fred et dans ce podcast, je vais partager avec vous des conseils et des stratégies pour vous aider à vivre de la photo. Nous allons parler web marketing, techniques de vente, réseaux sociaux, à travers des entretiens avec des photographes professionnels reconnus et des experts dans différentes thématiques qui vont vous aider à faire grandir votre activité de photographe. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et de partager cet épisode autour de vous pour faire connaître ce podcast. Julien Fabreau est un jeune créateur lyonnais très actif sur les réseaux sociaux, notamment YouTube et Instagram. Il n'est pas photographe professionnel, mais il arrive à vivre de sa production photo et vidéo. Dans ce nouvel entretien, on parle essentiellement d'influence. Quel est ce nouveau marché et en quoi consiste ce nouveau métier d'influenceur ? Julien nous donne des conseils pour avoir plus de followers sur Instagram et faire gonfler sa chaîne YouTube. Au moment où nous avons enregistré cet épisode, sa chaîne est suivie par plus de 40 000 personnes et des marques viennent régulièrement le solliciter pour des collaborations et autres prestations. Il va partager avec nous comment monétiser les réseaux sociaux et concrètement comment gagner de l'argent avec un blog ou une chaîne YouTube. Enfin, Julien est également ambassadeur pour Panasonic. Il est équipé par cette marque et nous explique comment il en est arrivé là. Je vous souhaite une bonne écoute. Voilà, on est donc à Lyon avec Julien Fabreau, qui est influenceur, qui est youtubeur. Enfin, tu vas te présenter, tu vas nous dire qui tu es exactement. Nous, on s'est connus sur la veille du 14 juillet de l'année dernière, où on était tous les deux dans un hélicoptère de combat au-dessus de Paris, ce qui était une expérience assez rigolote, pas banale. Et merci à toi d'accepter de donner un peu de ton temps pour partager avec les auditeurs de ce podcast. Tu es du coup aussi photographe en même temps que vidéaste. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais ? Ouais, carrément. Déjà, bonjour à tous. Donc, en gros, moi, je suis un jeune, on va dire, un jeune créateur lyonnais. Donc, j'ai 26 ans et donc aujourd'hui sur Internet, je produis des vidéos sur YouTube, donc sur ma chaîne. Ça, c'est c'est mon plus gros business. Et autour de tout ça, on a plein de choses qui gravitent. Déjà, j'ai un site internet qui s'appelle piwi.net. C'est un blog lié à l'actualité, marketing, etc. Ensuite, je fais aussi pas mal de consulting sur le social media. Je fais aussi pas mal de prod vidéo parce que ça s'embrique un petit peu avec YouTube, etc. Et j'essaye vraiment de m'axer sur ça. Et je suis un petit peu prof, pareil, sur le storytelling vidéo et sur l'influence marketing. Et tu as quel âge ? 26 ans. 26 ans, ok, c'est génial. C'est délire. Ici, on est dans un espace de coworking, au moment où on fait l'interview à Lyon. Et tu interviens aussi dans ce même bâtiment, tu me disais, pour donner des cours en tant que prof sur ces thématiques-là, justement. Comment t'en es venu à arriver comme ça, à créer un business en ligne et aussi à devenir créateur, vidéaste, photographe ? Longue question. Non, en fait, tout a commencé. Donc, j'ai eu mon bac, etc. J'ai commencé par suivre des études dans le commerce, donc un BTS NRC. J'ai fait 2 ans et suite à mon diplôme, j'ai décidé en fait de rejoindre une société. J'ai eu une opportunité. Donc, j'étais chargé de développement pendant 1 an. Au sein d'une start-up qui faisait genre comment on appelle ça, une sorte de coque pour téléphone. Donc c'est juste une peau que tu mets derrière, que tu peux personnaliser, et moi j'étais là pour la partie commerciale. Mais vu que c'était une start-up, j'ai touché un petit peu à tout. Et aux réseaux sociaux, et à la communication. Et d'ici là, je me suis dit, en fait c'est génial quoi, Internet c'est magique. Il y a encore 5 ans, j'étais pas sur Facebook, j'avais rien, j'avais ni Twitter, ni chaîne YouTube, j'avais rien. Et là, j'ai été piqué à ça, je me suis dit, bon, écoute, je quitte tout, je quitte le commerce pour me consacrer à la com. Et j'ai repris en fait une 3e année à Subdecom, école de communication, donc là, c'était vraiment apprendre les bases de la com. Et pendant ce temps, j'étais en alternance en fait community manager. Donc en fait, c'est à partir de cette année où j'ai ouvert tous mes profils sur les réseaux sociaux. Vu que j'étais CM en alternance, j'avais de grosses responsabilités, mais bon, j'y suis un peu allé au bullshit. Tu sais. Je leur ai dit prenez-moi, je suis très bon, je m'y connais tout en social media, alors que pas du tout. Et en fait, les 3 premiers mois, je me suis vraiment auto-formé dessus.
mais vraiment sur la créa, sur le storytelling, sur les réseaux sociaux, sur la curation, sur tout un tas de choses. Et c'est en faisant toutes ces recherches que j'ai découvert en fait l'univers magique des blogs. Et là je me suis dit ouais c'est incroyable. La partie même qui me faisait rêver, tu sais, c'est ces blogueurs qui partaient en voyage ou qui recevaient des cadeaux. Et là putain je me suis dit, j'étais tout jeune, je me suis dit putain c'est cool. Du coup je me suis dit moi aussi je vais créer un blog. Donc là j'ai créé un premier site sur quelque chose qui me faisait kiffer, j'avais envie d'écrire sur le marketing. Donc j'ai créé un premier site qui s'appelait creativeads.wordpress.com. Parce que il n'y avait pas question de payer, je ne savais pas comment ça marchait, donc j'avais quelque chose de gratuit. Et en fait, voilà, j'ai découvert tout ça comme ça. Pour te dire, en l'espace d'un an, j'ai fait 12 000 visites sur ce site. Ouais. Donc bon, c'était pas dégueu, j'étais content. Donc, ensuite, j'ai fait mon année, j'ai eu mon diplôme. Début de 4e année, je me suis dit, bon, là ça me plaît, j'ai fait un peu de visiteurs, etc. Maintenant, j'aimerais un vrai site à moi, qui est plus large. Je veux pas me cantonner qu'à la pub. Et voilà, là je mets les moyens, je m'achète un thème, j'achète un nom de domaine, un hébergement, etc. Et le projet Piwi est né. Donc là j'étais toujours en alternance dans l'entreprise où j'étais avant. J'étais toujours à Subdecom, donc en 4e année. Et là en fait, dès le premier mois, parce que tu sais, en lançant on va dire ce premier site bidon l'année avant, je me suis fait mes armes, donc j'ai connu tout un tas de gens sur Twitter, mais de manière totalement virtuelle. Et en fait, il y a un truc que j'adore faire, c'est aller échanger avec les gens, par DM, des gens que je connais pas, des pointures, des CM, des chargés de com, des responsables com, même des directeurs d'agence. Et en fait, je me suis fait mon petit réseau, et très rapidement, j'ai eu plein de personnes qui m'ont suivi. Donc quand j'ai lancé Piwi, il y a eu le petit coup d'annonce. Dès le premier mois, j'ai fait 15 000 visiteurs. Cool. Et là, la machine était lancée. Deuxième mois, pareil, 30 000 visiteurs, x2. Et c'est déjà monétisé ou pas encore? Non, pas du tout. Les 6 premiers mois, c'était pas monétisé. Et dis-toi que sur les 4 premiers mois, je faisais x2 tous les mois, en termes de trafic. Au bout du deuxième mois, donc j'ai créé Piwi en novembre 2013. En décembre 2013, j'avais une agence de com à Lyon. Agence RP qui m'a dit Julien, on a vu ce que tu fais avec Piwi, etc. On aimerait te proposer un poste chez nous pour créer un pôle social media pour digitaliser l'agence, pour que l'agence prenne ce virage digital. Je leur ai dit ok à 2 conditions. J'ai négocié un peu le salaire et surtout je leur ai dit je peux pas venir sans travailler sur Piwi. Donc l'idée c'était je peux gérer Piwi quand je veux. Ils ont dit oui pour les deux choses. Du coup, j'ai dit au revoir à l'école, à la formation. Donc finalement, j'ai qu'un bac+3. Et j'ai dit au revoir à l'alternance. Bon, ça les a un peu fait chier, mais voilà. Et du coup, pendant 6 mois, j'étais community manager en agence et à la fois blogueur. En fait, ça a duré 6 mois parce qu'au bout d'un moment, Piwi, ça grossissait. Je devais être à 150 000 visiteurs au bout de 6 mois. Donc ce qui est cool, mensuel. J'avais déjà une petite équipe de rédaction, donc des gens qui étaient chargés de produire du contenu gratuitement pour moi en échange de visibilité. Tu sais, c'est des étudiants qui ont besoin d'avoir une petite ligne sur le CV en mode moi aussi je produis des choses sur internet et ça les distingue des autres quoi. Donc ça c'est super cool. Et voilà, ça s'est fait de manière donnant-donnant. Et donc en août, je crois que c'est 8 mois après le lancement de Piwi, j'ai quitté l'agence pour me consacrer à Piwi à plein temps. Et le jour où j'ai pris cette décision, donc j'ai rien négocié, tu vois, j'ai dit je me barre et j'avais aucun revenu sur Piwi. Donc là j'ai ouvert toutes les veines pub, donc AdSense, Criteo, donc c'est le retargeting, un peu de Taboola, donc c'est les suggestions de sites en bas. Il y a eu quelques articles sponsors et en fait dès le premier mois je me suis fait un SMIC et là la machine était lancée. Ah ouais, direct. Voilà. Excellent. Et il n'y a pas eu de temps mort. Et c'était une prise de risque de ouf parce que j'avais un CDI, j'ai annulé, j'ai démissionné, donc j'avais pas le chômage, j'avais rien et je me suis dit mon kiff c'est de produire du contenu sur internet et voilà. Donc voilà, c'était l'histoire un peu longue, désolé mais c'est super intéressant. Ça c'était quand tu as quitté ton boulot pour le monétiser? C'était il y a 4 ans, 4-5 ans. Ah, c'était il n'y a pas très longtemps en fait. 2014, donc 4 ans.
Tu penses qu'aujourd'hui, tu pourrais refaire ce même choix avec les revenus AdSense qui baissent et tout ça? Ou pas? Alors pour donner un chiffre, hein, je m'en fous de parler d'argent. Enfin, avant. Ouais. Avec Piwi, moi, très rapidement, j'ai gagné entre 600 et 2600 euros avec AdSense Par mois. par mois. Ce qui est costaud. Genre les mois les plus mauvais, c'était 600 euros et après, ça peut être... D'accord. Genre, tu prends. Donc là, on s'est arrêté en août 2014. En un an après, en avril, mai et juin 2015, c'est des mois où j'ai pété les scores, où on était à plus d'un million de visiteurs mensuels. Donc là, c'est ouf. Et là, ouais, c'était un peu plus de 2500 euros sur AdSense. Donc là, tu vois, ça fait plaisir. C'est cool. Là, aujourd'hui, tu fais encore du AdSense, tout ça, ou t'as arrêté? Et du coup, là, ça s'est totalement pété la gueule. Ouais. Parce que déjà, t'as l'audience de Piwi qui a baissé totalement, parce que c'est un site qui dépend des réseaux sociaux et du reach et des algorithmes qui font chier. Excuse-moi, mais Ouais. voilà, faut le dire. Mais on va en parler après de ça. On va en justement, parler hein. un petit peu, mais Ouais. tu vois, aujourd'hui, Piwi, c'est 100 000 visiteurs. C'est du quali, c'est une cible de créateurs, de communicants, etc. Mais c'est dommage, quoi. C'est dommage. Et les revenus AdSense, c'est pas grand-chose. Dépendre du trafic et donc du coup, c'est sans casser la figure. Mais après, attends, je reprends juste le fil de ta question. Et tout ça pour dire que pour finir l'histoire, en fait, Piwi, tu sais, j'aime bien prendre cet exemple. Tu as toujours un cycle de vie d'une entreprise. Tu sais, tu as la phase de création, tu as la croissance, tu as la phase de maturité et tu as le déclin. Piwi, aujourd'hui, c'est en fin de maturité. C'est-à-dire, faut que je me pose la question, est-ce que c'est un déclin ou est-ce que ça va repartir? Là, j'en suis là aujourd'hui. Et en fait, je me suis posé cette question il y a 2 ans en mode, bon, là, les algos, ils commencent à faire chier, la vidéo est tendance, etc. Et j'ai découvert un créateur américain, c'est un peu ma star, c'est Casey Kazenista. Et les vlogs, en fait, qu'il faisait, ça m'a trop inspiré. Parce que, pareil, je bouge énormément avec les marques, je fais beaucoup de voyages, etc. Et je me suis dit, le format vidéo, même si j'avais hyper peur de la vidéo, je me suis dit, c'est ce qu'il faut faire. Donc Casey Neistat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un vlogueur américain qui a révolutionné un petit peu voilà, le style de vidéo sur YouTube, sur les réseaux sociaux, en filmant sa propre vie. Enfin, il n'a pas vraiment inventé, il y a des gens qui le faisaient avant lui, mais qui ne le faisaient pas aussi fréquemment. Lui, il l'a fait tous les jours, le daily vlog, et je crois qu'il est passé de 300 000 à 4 millions en un an, je crois, un truc comme ça. C'était la plus grosse d'abonnés, du coup la plus grosse audience sur YouTube. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne connaissent pas encore, alors qu'il a 10 millions d'abonnés. Et c'est hallucinant, quoi. Ouais. D'accord, moi je faisais une petite parenthèse pour ceux qui ne connaissaient pas. Carrément. Et enfin voilà, tout ça pour dire que en fait, j'ai pris ce virage et en fait depuis 2 ans, ce qui est marrant en fait, j'ai retrouvé cette fougue en fait quand j'ai créé ma chaîne YouTube que j'avais au début de Piwi. Au début de Piwi, j'écrivais tout le temps des articles, tout le temps pour entretenir le feu, pour avoir du traf, etc. Et quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, je faisais 200 vues par vidéo pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Pendant les 6 premiers mois, 200 vues. Et je faisais 3 vidéos par semaine. Donc ça me prenait peut-être 60% de mon temps. Donc c'est à partir de ce moment-là aussi où Piwi a aussi diminué le trafic parce que j'avais moins de temps dessus. Mais après, c'était tellement un kiff personnel que go, quoi. Et aujourd'hui, tu vois, pour répondre à ta question, c'est difficile de vivre d'un business sur Internet uniquement avec les revenus AdSense ou publicitaires. Ouais. Avant, c'était ouf. Même sur Piwi, tu sais, quand tu mets des vidéos Dailymotion, par exemple, sur ton site, les pubs tournent, c'est toi qui vas gagner de l'argent. J'étais à 15 $ du CPM. Ouais, ce qui est énorme. C'est ouf. C'est énorme. C'est incroyable. Aujourd'hui, à mon avis, c'est divisé par 15. Bah oui. Et c'est le CPM sur YouTube, c'est 1, je crois, non? 0,70. Ouais, ok. 0,70. Et aujourd'hui, tu vois, avec ma chaîne YouTube, donc je suis à un peu plus de 40 000 abonnés. Ouais. Je fais, on va dire, entre 200 et 400 000 vues mensuelles. Ouais. Et tu génères de la publicité sur chacune des vidéos? Ouais, au début, juste au début. D'accord. Ça génère combien, ça? Ça génère environ, ça dépend, mais on va dire 200-300 euros. Donc c'est clairement pas avec ça que par vidéo ou par mois? Par mois. D'accord. Ouais, donc c'est pas fou. Ouais. Enfin, surtout quand on voit le travail que tu mets dans tes vidéos. Et ouais, j'invite les auditeurs à aller voir tes vidéos parce qu'il y a vraiment des trucs qui sont. Enfin, tu montes de mieux en mieux. En fait, ce qui est rigolo, c'est de voir ta progression. Ah ouais. Enfin, mais d'autres gens doivent te le dire, non? Enfin, je le vois dans les commentaires, il y a des gens qui disent waouh, t'as progressé, etc. Et c'est vrai, en fait, pour t'avoir suivi depuis
pas loin de début parce que ta première vidéo immersion avec l'armée, c'était quand? C'était il y a 1 an et demi? Ouais, 1 an et demi. Ouais. Voilà, donc pour avoir suivi un peu de loin tout ça, je vois la différence avec aujourd'hui. C'est tu fais ta prod vidéo ressemble à certaines prods d'agences de com qui envoient quoi. Plaisir. Ah, plaisir, je fais pas du tout ça pour te flatter, mais c'est vraiment impressionnant. Et puis ce qui est rigolo, c'est que tu as cette capacité de fougue, de joie, d'avoir envie de comprendre comment ça fonctionne et ça se voit avec la photo. Et non, c'est vraiment très impressionnant. Et c'est quoi aujourd'hui ton business model en tant que... Parce que par force des choses, tu es devenu ce qu'on appelle un influenceur. J'en ai déjà parlé dans un précédent podcast avec l'interview de Steven R. Taylor, tu le connais? C'est un photographe de mode, il bosse beaucoup pour L'Oréal, en prod vidéo aussi. D'accord. Il a un gros business et en fait, il va forger des choses comme il bouge tout le temps, il est 6 mois par an dans un avion. Il est devenu influenceur voyage, il travaille avec Alex Viseo, blogueur voyage. Donc il a livré énormément de trucs, l'interview dure 45 minutes je crois, je te conseille de l'écouter, tu apprendras peut-être 2-3 trucs, même toi. Et du coup, ce nouveau métier d'influenceur, est-ce que tu peux nous en parler? Comment toi tu le vois? Comment tu le vis? En fait, déjà le mot influenceur, tu vois, ça veut tout dire et rien dire, quoi. L'influenceur, on va dire, pour le définir, c'est quelqu'un qui a une communauté sur Internet et qui a cette capacité, on va dire, d'influencer. Alors ça peut être l'acte d'achat, c'est ce que les marques visent en fait. Et en fait, les influenceurs, ça existe depuis la nuit des temps, avec les célébrités, avec les stars, etc. Ici, c'est des communautés en ligne. C'est un métier en fait hyper compliqué parce que t'en as des vrais, t'en as des faux, t'as ceux qui achètent. Moi, tu vois, je pense que t'as vu mon évolution. Oui, t'as acheté des followers, ça se sent. Oui, tous mes followers sont faux, on le voit dans les commentaires. Mais voilà, c'est un travail de longue haleine, tu travailles tout le temps, etc. Et aujourd'hui, pour moi, ça a la chance de payer, donc c'est super cool, mais il y a énormément de taf derrière, quoi. Ouais. Il y a énormément de taf derrière. Et puis tout le monde ne perce pas en plus. Ouais, tout le monde ne perce pas non plus. Mais non, je dirais, l'influenceur, c'est le truc à la mode, quoi. Les budgets, quand tu vois un petit peu les courbes aux USA, les investissements dans l'influence marketing, c'est énorme. Et apparemment, dans les 5 ans à venir, il y aura plus de budget dans l'influence que dans la télé. Ouais. Aux États-Unis. Et vu qu'on a 5 ans de retard en France, là on commence vraiment à avoir beaucoup d'opérations avec les influenceurs. Toutes les marques veulent faire ça. On voit beaucoup d'influenceurs qui sont en fait des créateurs. Ouais. Et on a l'impression que pour être influenceur, il faut forcément être un bon créateur. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Non. En fait, pour moi, je dissocie vraiment créateur et influenceur. L'influenceur, tu vois, c'est, je sais pas, par exemple, si on reste un peu dans le délire de YouTube, sur YouTube, regarde, tu prends McFly et Carlito, tu prends Squeezie, tu prends Amixem ou des choses comme ça. Je les adore, ils font du bon taf, mais c'est pas des gens qui savent filmer, tu vois. C'est des mecs qui sont drôles, ils ont des monteurs avec eux, et go, quoi. Ils sont plus là pour... Ils sont dans la création, mais pas vidéo ni photo, ils sont dans la création de texte, création... C'est des créateurs de fait, parce qu'ils sont sur Internet, ils font des vidéos, mais c'est pas eux qui font... T'es pas sur la même patte qu'un photographe, qu'un vidéaste... Tu vois? Ouais. Et à contrario, un photographe ou un vidéaste, est-ce que tu penses qu'il peut être est-ce que tous les photographes peuvent être influenceurs? C'est un peu la question que se posent beaucoup de photographes. Tu vois, par exemple, dans mon audience, il y a des photographes qui ont parfois 10, 20, parfois même 30 ans de métier, qui se retrouvent à se prendre un peu la réalité du marché aujourd'hui, notamment le marché de la presse, un peu dans la figure, qui voient des gens comme toi, qui regardent avec un œil un peu méfiant ou parfois risible et qui se disent ouais c'est pas juste, ou tu vois, qui sont un peu parfois même aigris et qui se disent ouais mais moi tout ça je pourrais le faire, tu vois, mais qui finalement le font pas, donc du coup ils n'auront jamais les résultats. Et est-ce que tu penses que toi, avec le recul que tu as sur ça et qui fait maintenant de la photo, de la vidéo presque en fait de façon professionnelle, sauf que tu n'es pas sur les mêmes canaux de distribution que nous autres photographes pros qui vont dans la presse, qui vont dans des particuliers, choses comme ça. C'est quoi ton opinion sur ça? Est-ce que toi tu penses, est-ce que tu as envie de dire que les photographes devraient être influenceurs ou pas forcément? En fait, entre guillemets, on ne naît pas influenceur, on le devient et on ne le choisit pas.
Moi, j'ai jamais choisi de devenir influenceur. Quand j'ai lancé Piwi, c'était un kiff. Quand j'ai lancé les vidéos, c'était un kiff aussi. Il y avait aucune finalité derrière. C'est juste un délire. Après, quand tu es photographe, tu as la chance d'avoir une patte et tu as la chance de produire du contenu qui est visible et qui est beau. Donc c'est beaucoup plus facile, on va dire, de se créer une communauté parce que c'est chouette quoi, ce que tu fais. Par contre, quelqu'un qui se lance, qui sait pas trop faire de photos, ça va être un peu plus difficile. Après, est-ce que, je sais pas, un photographe peut devenir influenceur? Ça dépend. Pour toi, c'est quoi un influenceur? C'est quelqu'un qui a une communauté ou c'est quelqu'un qui a la capacité de vendre des choses à des marques? Qui crée une communauté, qui va faire des opérations avec des marques, qui va faire du contenu sponsorisé, qui va produire du contenu comme tu fais en marque blanche, des choses comme ça? Je pense que tout le monde, enfin tous les photographes, tous les vidéastes, etc., tous ces créateurs doivent avoir des comptes pour être visibles sur Internet, mais on ne peut pas déclencher le truc. Il y a des photographes qui sont bourrés de talent et qui sont à 200 abonnés sur Instagram depuis 4 ans, quoi. Qu'est-ce qui leur manque à ces gens, tu penses? Pourquoi un photographe ne fait pas décoller son compte Instagram, même s'il a la meilleure prod du monde, qu'il a des publications dans les plus grands magazines et que son compte n'explose pas? Mauvais hashtag, mauvaise visibilité, mauvaise communication. Il sait peut-être pas se mettre, tu vois, il sait pas se mettre en valeur. C'est pas son métier non plus, tu vois. Parce que, on va dire, l'influenceur, c'est un couteau suisse. Il maîtrise tout. Il maîtrise la prod, il maîtrise la communication, il sait se vendre, il deal avec des marques, il modère. Enfin bref, il y a tout un éventail de choses qu'on doit maîtriser pour être entre guillemets influenceur, pour entretenir sa communauté. Donc le photographe sait se vendre, mais est-ce qu'il sait communiquer autour de ce qu'il fait? Ça, c'est pas sûr. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il se forme à toutes ces compétences-là. Ça peut être intéressant, voilà, de passer par de la formation ou de prendre quelqu'un, je sais pas, prendre du conseil. Un petit consultant qui va le driver en lui faisant une strat social media à suivre. Voilà. Mais c'est hyper compliqué. Toi, par exemple, tu vois, tu as des voyages de fou, etc. Et il me semble pas... Non, t'as un bon compte Insta. T'es à combien? Il est pas loin de 10 000, ouais. Ah non, bah non, j'ai rien dit. Je croyais que t'étais à 300. Non, mais par exemple en YouTube, tu vois, je suis... Excuse-moi, pardon. Non, c'est pas grave. Il m'a changé que t'étais à 300. Je te casserai la figure après en sortant. Et non, mais sur YouTube, par exemple, j'ai un peu du mal, mais je sais que je mets pas non plus, je suis pas comme toi, j'y vais pas à 100%. Est-ce que moi, la leçon que j'ai tirée de tout ça, c'est que si tu t'y mets pas à 100%, t'auras pas les résultats qui suivent, quoi. C'est pas un truc qui se fait tout seul. C'est pas un truc, tu peux automatiser une partie de ton activité, de ta création, etc., enfin de ta diffusion, mais c'est toujours un peu compliqué. Est-ce que tu as des conseils à donner sur tout ce qui est justement peut-être autour d'Instagram et puis après de YouTube, sachant que c'est deux réseaux sociaux qui... Instagram c'est assez évident pour un photographe, YouTube un peu moins. Tu parles en termes d'évolution de communauté? Par exemple, ouais. Ou plus d'optimisation de chaîne ou de compte ou... Ouais. Bah après sur Instagram, là je m'y lance vraiment à fond. Là l'objectif c'est vraiment péter le game et balancer vraiment de la belle photo et me faire plaisir. Du coup sur Instagram, il y a plein de choses qui vont faire que ta chaîne va grossir, etc. Moi en fait je capitalise vraiment sur ma chaîne YouTube. Tous les abonnés que j'ai sur Insta, c'est des gens qui me suivent sur YouTube et du coup j'essaye de faire un maximum le relais sur ma chaîne YouTube, enfin depuis ma chaîne YouTube sur Instagram. Ensuite sur Instagram, l'objectif ça va être de se faire repérer par des comptes plus gros qui vont te réutiliser tes photos, te taguer, etc. Des comptes, je sais pas, tu as des comptes par exemple @bokehshots ou t'as quoi, enfin bref, Electric Shots, etc. C'est des comptes qui ont entre 100 et 500 000 abonnés. Ils partagent que des belles photos avec des bokeh ou avec une patte ou avec une certaine lumière, tu vois, un flair, etc. Et l'objectif, ça peut être les taguer sur tes photos pour que eux le voient et te citent. Pour que eux repartagent ton contenu, l'utilisent sans te payer, pour ensuite te donner de la publicité, quoi. Exactement. Ouais. Et ça cartonne. Et ça, tu vois, c'est un truc qui est complètement inconcevable pour un photographe professionnel, parce que nous, le but du jeu, c'est qu'on achète nos images. Et ouais, c'est sûr. Mais quand tu tapes un compte à 200 000 abonnés
Les gens qui suivent ce compte, ils savent que c'est de la belle photo, donc ils ont envie d'être inspirés. Une photo qu'ils trouvent cool, ils vont aller voir le créateur. Si ils aiment bien une photo, ils aimeront toutes tes photos. Donc après, c'est ça, c'est t'investis pour être visible. Et demain, une OP que tu vendras 500 € avec 300 abonnés Instagram, demain tu la vendras 2000 € avec 15 000 abonnés Instagram. Alors, parce que tu vas vendre c'est quoi une OP de justement? la photo. Qu'est-ce que tu entends et de la par OP? Une OP, je sais pas, c'est une marque qui vient te voir en te disant Julien, écoute, je sais pas, j'aimerais t'inviter en Corse pour, je sais pas, pour que tu testes mon hôtel, que tu me fasses une vidéo et 2 photos Insta. Donc là, tu vas aller travailler pour cette marque, mais bénévolement. En échange juste du voyage et trucs comme ça, ou tu vas te faire payer en plus? Ça dépend, t'as un peu tout. Généralement, t'es payé. D'accord. Mais pas tout le T'es payé comment? T'es payé à la journée de travail ou au contenu que tu vas délivrer? Ça dépend un peu tout le monde, quoi. Ça dépend. Moi, je sais que je facture à la journée de travail. D'accord. Ok. Ma journée, c'est temps. Donc une journée, ouais. On va dire qu'une vidéo, tu vois, ça me nécessite 2 jours de travail, bah je vends 2 jours de travail. Pour les immersions, par exemple, quand je pars 4 jours, là c'est au forfait. D'accord. C'est un forfait, etc. Mais tu définis ça en fonction de ton client ou tu as des tarifs fixes? Non, j'ai des tarifs fixes. D'accord. Ouais. Ok. J'ai des tarifs fixes. Après, bon, l'influence, c'est hyper modulable, tu vois. Je Ouais. sais qu'une vidéo, ça me coûte tant. Par contre, quand on va faire une vidéo plus, je sais pas, 15 stories, plus 3 photos Insta, plus des tweets, etc. Oui, en gros, plus il y a de boulot, plus tu vas demander plus. Ah bah c'est sûr. Donc, en gros, ton nombre de followers, de fans, de likes virtuels va définir aussi ton chiffre d'affaires indirectement, puisque ce sera une augmentation éventuellement de ta prod, enfin de ton coût de travail, de ton tarif à la journée, d'accord. Et En fait, c'est une petite partie, tu vois. C'est une petite partie. Après, je sais que voilà, j'ai ma patte bien à moi. Si quelqu'un me contacte pour que je lui fasse une vidéo, il va pas me contacter pour avoir une vidéo. Il va me contacter pour c'est pas pour me jeter des fleurs, mais pour avoir du Julien Fabreau. Un style très identifiable avec des b-rolls qui partent dans tous les sens, des beaux plans, etc. Enfin voilà, tu vois mes vidéos et oui, après tu fais, tu fais de la prestation vidéo classique en fait, en quelque sorte. Ouais. Où tu as un client, une demande et tu produis le. Ouais. D'accord, tu fais une Et prestation. moi, ce qui est marrant, c'est que en fait, j'ai plusieurs activités vidéo. Donc j'ai la marque qui va me dire Julien, j'aimerais que tu fasses une vidéo sur moi. Donc là, c'est une vidéo sponsorisée. Tu as les vidéos en marque blanche. Donc la même marque qui me dit je veux que tu me fasses une vidéo mais tu la publies pas mais tu nous la livres pour que nous on la diffuse sur nos chaînes. Donc là c'est un métier, enfin c'est de la prod. Et troisième cas, tu as ceux qui veulent une vidéo en marque blanche avec moi qui apparaît dessus comme une vidéo que je fais, sauf que je la publie pas sur ma chaîne, mais c'est pour eux. D'accord. Donc ça, là, tu as c'est une de plus en notion de plus, droit à ça. l'image aussi. Ah ouais, tu monnaies aussi ton image à ce moment-là. Ouais. D'accord. Et ça, tu le fais en tant que quoi, en tant qu'auto-entrepreneur ou tu as Là évolué aujourd'hui en je suis structure? auto-entrepreneur. D'accord. Ok. Ouais. Donc c'est pas du droit d'auteur, c'est de la prestation. Ouais. D'accord. Exactement. Puis après, tu as plusieurs lignes dans le devis. Mais tu vois, quand tu fais une vidéo avec ta tête où l'objectif final derrière est de vendre, bah, la marque utilise ton image pour faire vendre le produit. Donc c'est normal que tu fasses payer. Et toi, t'as pas de problème avec ça sur justement quand une marque, je sais pas, je prends l'exemple, je fais exprès de mettre un peu de mettre un peu les pieds dans le plat, mais par exemple la vidéo que tu as fait pour Ferrero, où tu allais filmer des pots de Nutella. Ouais. Ouais. À ce moment-là, comment ça se passe? T'es payé par. Je suis pas payé. Là, tu le fais en tant qu'influenceur, enfin en tant que Là, youtubeur. c'est mon petit flair. Je me suis dit, non, déjà je suis un consommateur de Nutella et putain, enfin, je me suis dit, visiter la plus grosse usine Nutella au monde, qui se trouve en France, en Vendée, bah c'est cool quoi, c'est cool, etc. Donc j'y suis allé comme ça, déjà parce que l'expérience était sympa. Et après je me suis dit, j'ai un format qui marche bien sur ma chaîne, c'est le format immersion. J'ai fait des choses avec l'armée, j'ai fait des choses après avec la gendarmerie, etc. Avec, autour de France, 24 heures du Mans, enfin bref, il y en a plein. Et en fait je me suis dit, le fait de faire une sorte d'immersion dans les coulisses d'une énorme société, ça peut être que bénéfique.
Moi, je vais faire la vidéo. Et derrière, si ça plaît, bah, je vais sûrement avoir par effet domino d'autres marques qui me disent on a kiffé ce que tu as fait et on aimerait que tu viennes le faire chez nous. Oui, c'est comme si tu disais ton portfolio de vidéos corpo, quoi. Voilà. Et la vidéo a cartonné, ça a généré énormément de conversations parce que Nutella, c'est un sujet voilà, qui porte un peu touchy. Je l'ai fait à ma manière. Donc, Ça t'a pas desservi? Non, je pense pas. Non. Je pense pas parce que j'ai pas pris parti. Je me suis mis, je reste fidèle à moi-même, quoi. Je kiffe le Nutella, j'en mange tous les matins. J'y vais en tant que Julien Fabreau qui aime le Nutella, qui en mange tous les matins, mais qui essaye déjà de filmer tout le processus de fabrication, mais surtout qui essaye de poser les bonnes questions au directeur d'usine sur les méthodes de fabrication, etc. Comme ça, chacun pouvait se faire sa libre opinion. Là-dessus, la vidéo a fait un peu plus de 120 000 vues, il me semble, donc c'est cool pour 40 000 abonnés. Et ça n'a pas manqué. Quelques mois après, j'ai trois immersions qui sont bookées suite à cette vidéo. Les gens me disent, on a vu ta vidéo Nutella, on veut ça. D'accord. Appliqué à d'autres domaines. Ouais. Donc c'est cool. Ouais, en fait, c'est rigolo parce que tu reprends, comment dire, ce que tu fais, ton business model, c'est un peu le business model des vidéastes et des photographes indépendants, mais à la sauce réseaux sociaux et avec la touche influence, quoi. Ouais. Par exemple, quand tu fais un voyage de presse, tu fais un blog trip ou un voyage, c'est un voyage de presse en fait. C'est-à-dire que c'est comme un journaliste qui serait invité par une société pour venir créer du contenu. Ouais. On lui facilite un peu l'accès, quoi. Ouais. Quand on était tous les deux dans l'hélicoptère à Paris... Toutes les OP presse aujourd'hui, elles sont dupliquées en OP influenceurs. C'est ça. Tu as toujours, par exemple, tu prends les essais automobiles. Pendant 3 semaines, pour un lancement européen ou mondial, tu as la marque qui va t'envoyer aux Canaries. Pendant 3 semaines, tu vas avoir des vagues. Pendant 2 jours, le jour A, les mecs arrivent en avion, ils prennent la caisse, ils la prennent en main, ils font leur truc, ils bouffent à l'hôtel, etc. Ils partent le soir, le lendemain, pardon. Et le jour d'après, tu as une nouvelle vague de journalistes qui arrive, etc. Et là, tu as toujours des dates qui sont pour les influenceurs. Influenceurs auto, influenceurs tech, lifestyle, etc. Ouais, en fait, il n'y a pas grand-chose de nouveau en quelque sorte. Non. C'est juste une adaptation. À la différence que toi, tu peux en plus profiter de ces moments-là pour créer du contenu pour toi, pour ta chaîne, pour des trucs qui ne sont pas forcément monétisés. En fait, j'investis énormément. C'est-à-dire que quand on me propose des trucs cool, j'ai tendance à accepter en me disant, parce que la finalité, c'est quand même de vivre de tout ça, en me disant, c'est cool, on va essayer de faire une chouette vidéo pour essayer d'intéresser d'autres gens pour après. Pour essayer de pérenniser un petit peu le format. Après, certes, il y a la dimension kiff. Je kiffe avant tout voyager, découvrir des choses. Je suis très curieux et... oui, c'est cool, ça te permet de vivre vraiment ta passion. Comme l'armée, tu vois, ce qu'on a fait ensemble, c'est génial. Découvrir comment se préparent les soldats au 14 juillet, etc. C'est génial. C'est clair. Il y a un truc sur lequel j'aimerais bien revenir, c'est sur la partie vlog. Et quand tu parles justement de vendre un peu ton image en plus de ton contenu, il y a beaucoup de photographes qui ont du mal, j'avais discuté encore tout à l'heure avec la précédente interview que j'avais tournée, sur la question de se mettre en avant, personnellement, surtout les photographes de presse, tu vois, qui ont beaucoup de mal avec ça, qui ont beaucoup de mal avec le fait pour eux, il faut mettre en avant son sujet, les gens qu'on prend en photo, les gens qu'on filme, mais pas soi en tant que personne, parce que ça fait trop égoïste, ça fait trop auto-centré, ça fait... Parfois, c'est une peur aussi de se mettre en avant. Moi, j'ai eu beaucoup de mal aussi avant de tester le vlog, je me suis vraiment fait violence. Mais je pense que toi aussi, t'es passé aussi par là, tout le monde passe par là. Et qu'est-ce que toi, tu dirais à quelqu'un qui bloque sur cet aspect-là voilà, qu'est-ce que tu lui dirais concrètement? Sachant qu'il ne sait même pas si ça vaut le coup, en fait, tu vois. Ouais, après déjà, si on n'a pas une petite envie à l'intérieur, faut pas le faire, quoi. Ouais. Faut pas le faire, parce qu'on ne tiendra jamais le rythme. Ouais, si on a envie, si on le fait pas, on saura jamais. Ouais. On saura jamais. Moi, pendant 10 ans, j'ai eu une sorte de problème d'image, je m'acceptais pas trop, ou enfin, je sais pas, dès qu'il y avait un objectif braqué sur moi, c'était en famille, c'était des potes, n'importe qui, je me cachais en mode non, tu me prends pas en photo, etc. Donc les vlogs, c'était genre l'étape la plus compliquée de toute ma vie. Et je me suis dit, mon gars,
il faut te lancer. Teste. Si tu le fais pas, tu vas regretter toute ta vie. Aujourd'hui, tu voyages, tu as la chance d'avoir du beau contenu. Tu peux inspirer des gens, tu peux faire passer tous les messages que tu veux, mais il faut faire de la vidéo. Et ça s'est fait. Les 10 premières vidéos étaient très compliquées. La toute première était encore plus. Mais aujourd'hui, tu vois, je kiffe ça et je peux pas m'en passer. C'est une drogue aujourd'hui, la vidéo. Après, tu me connais, c'est pas, enfin, je fais pas des vidéos pour l'aspect starification. Je m'en fous d'être connu, reconnu. C'est juste raconter une histoire, quoi. Tu racontes une histoire, tu fais passer des messages et ça, c'est vrai, c'est trop cool. La vidéo, c'est un format qui est hyper modulable et t'apprends sans cesse, comme la photo. Et voilà, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a une grosse logique d'apprentissage et de test et de. Ouais. Mais après, ouais, c'est sûr que c'est compliqué, quoi, de se lancer. Ouais. Voilà. Mais si c'était facile, tout le monde le ferait. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Et parfois, il faut aussi sortir sa zone de confort et se challenger. Et c'est pas ce qu'on fait naturellement, en fait. Donc, c'est pas évident. Aujourd'hui, tu bosses avec des marques. Tu bosses notamment avec une marque d'appareils photo. Ouais. Comment ça se passe? Tu es ambassadeur pour Panasonic, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, je suis ambassadeur Panasonic. Donc là, c'est plus le côté Lumix, qui sont les appareils photo. Donc, ouais, voilà. En fait, c'est marrant parce que j'avais un voyage à Tahiti là l'année dernière. Une sorte de voyage de presse, enfin, on va dire avec plusieurs sponsors. Et dur. Un mauvais moment à passer, quoi. Voilà. Et là, j'ai dû batailler pour trouver les dates. Et donc là, j'étais déjà équipé Lumix, donc c'était l'appareil photo que j'avais, donc c'était le G80. Et il y a un boîtier qui me faisait rêver, c'était le GH5, qui est, on va dire, l'une des caméras référentes aujourd'hui sur le côté vidéo, rapport qualité-prix, on va dire. T'as un boîtier avec des specs de ouf à 2000 €, boîtier nu, donc c'est génial. Et là, j'ai essayé de contacter Pana en leur disant, bah voilà, j'ai un beau voyage de prévu à Tahiti. J'aimerais, si c'est possible, vous emprunter un GH5 pour faire du contenu là-bas. J'ai pas eu de réponse, ils m'ont répondu en janvier de cette année. Donc bon, voilà, le voyage était en octobre. Et ils m'ont contacté et je leur ai dit, voilà, moi ce que je veux vraiment, c'est essayer de mettre en place un partenariat à l'année. L'idée c'est, vous me filez du matos et moi je crée du contenu avec ça pour inspirer les gens et dire, bah putain, GH5 c'est le feu en fait. Du coup ils m'ont dit, bah garçon, t'es gentil, des demandes comme ça on en a 50 par jour, fais tes preuves. Donc là ils m'ont filé le GH5 avec une optique pendant un mois. Et j'ai blindé de partout, j'ai fait 2 vidéos sur YouTube, j'ai fait plein de photos sur Instagram en les taguant. Et en fait ils ont kiffé. Et là donc là j'étais passé par une agence de presse. Et suite à ça, ils ont totalement kiffé. J'ai réussi à avoir le contact de la marque. Une agence de com avec une attachée presse. Ouais, c'est ça, ouais. Faut une, Oui, parce que l'agence de presse, c'est pour diffusion d'images. Mais pour pas, voilà, c'était juste pour... Je suis pas... Mais tu fais bien. Et du coup, j'ai eu contact avec la marque. Et là, je leur ai proposé mon deal. Je leur ai dit, bah, voilà, moi, il faut que je m'équipe. Vous kiffez le taf que je fais. Je kiffe vos boîtiers, parce qu'il faut bien avoir conscience que j'ai pas pris Lumix parce que c'était les seuls à m'accepter. J'étais déjà client Lumix et je voulais un GH5. Et du coup le deal, bah, c'est écoute Jus, on te file ce que tu veux. Et donc c'est du prêt long terme en fait, sur un an. Le matos n'est pas à toi, tu dois nous le rendre, mais dès que tu as besoin de quelque chose, tu nous dis et toi tu produis ton contenu derrière. Donc aujourd'hui j'ai la chance d'avoir 2 boîtiers, 5 optiques, 5 batteries, et c'est génial quoi. Ouais. Donc j'ai du télé, j'ai de la focale fixe, enfin du téléobjectif, de la focale fixe, du grand angle, quelque chose un peu plus hybride, enfin bref c'est génial quoi. Je kiffe trop. Ouais, sans débourser un centime, ouais. Ça c'est beau. Bah, je te comprends parce qu'en fait pour moi c'est pareil avec Fujifilm, donc c'est pareil, j'ai 2 boîtiers, 5 optiques, des batteries. Tu es aussi ambassadeur? Ouais, je suis ambassadeur aussi pour Fujifilm. Mais ouais carrément, mais moi, on me pose beaucoup la question justement comment on devient ambassadeur, etc. Et ça m'intéressait d'avoir ton point de vue. J'ai déjà fait un podcast avec Olivier Lavielle, qui est un photographe qui est aussi sponsorisé par Panasonic. Sponsorisé ou ambassadeur? Qui est ambassadeur. Okay. Et qui est ambassadeur, mais lui c'est un deal un peu différent. Il crée du contenu pour leurs réseaux sociaux et il est rémunéré pour ça. D'accord. En plus d'avoir du prêt de matériel. Ah ouais. Ouais. Et sur certains shootings, il est aussi aidé financièrement quand il y a besoin de louer quelque chose. C'est Panasonic qui sort le chéquier.
D'accord. Donc pour te montrer que ça existe aussi à un autre niveau. Je vais les contacter. Mais un petit conseil, je pense qu'on peut donner, en plus c'est un peu la récompense parce qu'on arrive à la fin de l'interview et il y a eu beaucoup de trucs qui ont été dits. Et pour les gens qui sont restés jusqu'à la fin, c'est quand on négocie quelque chose comme ça avec une société, c'est toujours important de se renseigner un maximum sur tout ce qui se passe, ce qui est possible de faire, pour pouvoir demander toujours le plus possible, quitte à avoir ce qu'on peut avoir le moins, quoi. Tu vois. Et si on demande, si on fait un deal du prêt de matériel contre du contenu, parfois il faut savoir que des sociétés donnent même du contenu, des appareils photo, donc les appareils sont à toi, tu peux les revendre si tu veux, ce qui te fait de l'argent. Ils sont prêts à payer du contenu, etc. Donc c'est bon, bref, c'était une petite parenthèse sur ça, mais pour négocier, de toute façon, la négociation, c'est un art, quoi. Il y a 50 000 bouquins sur ça, et c'est pas forcément évident. Après, tu vois, par exemple, pour conclure, pour terminer la question, je suis aussi ambassadeur d'une marque de skateboard électrique qui s'appelle Acton. Donc là, c'est le produit qui me faisait rêver. Puis là, j'y suis vraiment allé, c'est la seule fois, je pense, que je suis allé voir Non, pas la seule fois, pardon. C'est une des rares fois où je suis allé voir une marque en mode votre produit, il est trop ouf, il me le faut. Il me le faut. Et je suis allé les voir, voilà, on a monté un deal, ils m'ont dit on te file la planche, si elle est pétée, tu nous la renvoies, on t'en refile une. Et en plus, il y a de l'affiliation. Ouais. Attends, quand tu as un bon de réduction et de l'affiliation. Donc là, mes abonnés ont 15% avec le code Blink, Julien Fabreau. Ouais. Non, t'as raison. Si vous voulez un skate électrique, il faut passer par le code. Et la planche, elle vaut combien ? T'as plusieurs prix, mais on va dire celle que j'ai est à 1000 €, donc c'est celle que je vends le plus. Ouais, donc 15% sur 1000 € c'est quand même intéressant. 15% sur 1000 €. Et moi derrière, j'ai un petit cashback sur ce montant-là. De combien ? Je peux pas dire. D'accord. Ouais. Mais voilà, tu vois, donc c'est gagnant-gagnant. Ouais. Et là, je leur ai fait à peu près, je leur ai fait à peu près 20 000 € de chiffre d'affaires, je pense, depuis le début de l'année. Ce qui est pas mal. L'affiliation, c'est un truc qui est très puissant. On n'a pas trop parlé de tous les business models qui étaient possibles pour monétiser un site web ou une audience, mais toi, tu connais lesquels et tu utilises lesquels, par exemple ? À part l'affiliation, du coup, sur ces produits. J'en utilise 3. Régie, donc tout ce qui est display, etc. Donc là, c'est de l'AdSense, en gros ? C'est l'AdSense, c'est des bannières, c'est du pré-roll. Oui, du pré-roll. Sur YouTube, etc. Donc là, tout ce qui est display. Donc pré-roll, c'est des publicités qui arrivent avant d'ouvrir la vidéo. Quand au moment où on ouvre la vidéo, il y a une petite pub en bas. Skip ads, c'est ça. D'accord. Donc là, c'est du dynamique en fait. Plus tu fais de vues, plus tu gagnes en fait. D'accord. Ensuite, tu as le brand content. Donc brand content, c'est-à-dire tu vas produire du contenu pour une marque. D'accord. Donc tu vas pas tu vas pas te prostituer, tu continues de faire ce que tu as l'habitude de faire, sauf que tu essayes de réfléchir à une mécanique pour mettre en avant la marque. Voilà. Et enfin, troisième, affiliation. D'accord. Donc là, le principe, je pense que tout le monde le connaît. Tu fais de l'affiliation avec Amazon aussi ? Ouais, beaucoup avec la chaîne YouTube. Et ça marche bien ? Ça dépend. Ouais. Ça dépend. Je fais plus d'argent avec le skate électrique qu'avec l'affiliation Amazon. Ah ouais. D'accord. C'est l'affiliation Amazon, ça reste quand même assez obscur. Il y a des gens qui arrivent à faire beaucoup, des gens qui décollent pas. Ouais, c'est assez particulier. Ok. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter Et puis merci pour tout le contenu que tu partages. Est-ce que tu vois des trucs à rajouter, un message que tu aimerais faire passer sur, à part à ta copine ou à tes parents Mais je veux dire, est-ce que tu as un truc que tu aimerais partager, un truc sur la création de contenu ou sur l'influence, sur la création de communauté qui, toi, t'a marqué, un conseil qu'on t'a déjà donné, que tu aimerais partager un peu comme ça, qui pourrait un peu faire changer l'état d'esprit général? Ouais, enfin, on m'a jamais donné ce conseil, mais ce conseil, puis tu vas le comprendre, c'est familier, mais sortez-vous les doigts du cul, quoi. Ouais. Sortez-vous les doigts du cul, c'est vous avez des rêves, faites-les, lâchez tout. Si vous êtes aujourd'hui, je sais pas, mathématicien, prof, n'importe quoi que vous voulez, je sais pas, vous êtes passionné de photo, lâchez tout pour la photo et go. Là, tu vois, j'ai passé 2 jours à la montagne, je pue encore le feu pour faire de l'astrophotographie, pour découvrir ça. On a bivouaqué avec un ami et juste pour le kiff de se dire, on a un truc en tête. Et go, et c'est parti. Et c'est comme ça que tu kiffes, c'est comme ça que tu produis du beau contenu, et c'est comme ça que tu progresses aussi. Donc voilà, un conseil, c'est vous avez des envies, des rêves,
foncez, vous posez pas de questions puisque on n'a qu'une vie. Génial. C'est vrai. À part sur YouTube, on te retrouve du coup sur Piwi encore, Puis oui, sur YouTube, sur Instagram, en tapant Julien Fabreau. Exactement. Ok, je mettrai les liens dans l'article en lien avec, ce podcast. Écoute, merci et à bientôt. Yes, ça marche. À plus. Ciao, ciao. Cet épisode du podcast est maintenant terminé. Si ce dernier vous a plu et que vous voulez le soutenir, il vous suffit de vous abonner sur iTunes et de laisser une note de 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Cela ne vous prendra qu'une minute et aidera grandement au référencement du podcast. Enfin, un dernier mot pour vous dire que si vous souhaitez avoir plus d'informations et de conseils pour faire grandir votre activité de photographe pro, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma newsletter du lundi dans laquelle je partage chaque semaine des conseils très utiles. Le lien est en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans le prochain podcast du Photographe Pro 2.0. À bientôt.